Bonjour tout le monde. On va parler aujourd'hui de la leucémie myéloïde chronique. On a vu dans la précédente séance les leucémies aiguës, ensuite la leucémie lymphoïde chronique. Aujourd'hui, on va voir la leucémie myéloïde chronique. Toujours, on commence avec un petit rappel sur les différentes généralités sur les groupes des hémopathies malignes. Comme ça, vous arrivez à faire la différence entre, pour que ça soit clair et pour vous, comment faire la différence entre les hémopathies, les différentes hémopathies malignes. Donc, tout d'abord, il faut dire que le leucémie, c'est le point de départ médulaire. Lymphome, c'est le point de départ des organes lymphoïdes périphériques. Très bien. Ensuite, on a les leucémies aiguës et les leucémies chroniques. Les leucémies aiguës, caractérisées par le blocage de maturation avec prolifération des cellules les plus immatures, un stade immature, ce qu'on appelle les blastes, avec un blocage de maturation. Je dis bien blocage de maturation. Et l'anomalie, le blocage, il est au niveau de stade très immature, c'est les blastes. Ça peut toucher la lignée myéloïde, on parle de leucémie aiguë myéloplastique. Ça peut toucher les lymphoïdes, la lignée lymphoïde, on parle de leucémie aiguë lymphoplastique. Ensuite, la classification qu'on a déjà vue, tout dépend euh, le stade touché. À quel stade on est à quel stade de blocage. Et ça permet de faire la classification des différentes leucémies. Voilà pour les leucémies aiguës. C'est bon. On passe aux leucémies chroniques. Ça touche donc, il y a une prolifération des cellules matures. Prolifération des cellules matures. D'abord, il n'y a pas un blocage de maturation. La différenciation, elle va se faire le plus normalement. Mais il y a une prolifération qui est excessive avec la production de cellules. Donc, par exemple, si ça touche la lignée lymphoïde, lymphocyte B, ça donne la leucémie lymphoïde chronique. Si ça touche la lignée granuleuse, les granuleux, c'est la leucémie myéloïde chronique. Donc, ça, c'est pour faire la différence entre leucémie aiguë et les leucémies lymphoïdes, leucémie chronique. Donc voilà. Il y a une autre classification, c'est les syndromes myéloprolifératifs et les syndromes lymphoprolifératifs. On a dit que les syndromes lymphoprolifératifs, c'est tous les lymphomes qui touchent le ganglion, etc., point de départ ganglionnaire, périphérique, et les leucémies lymphoïdes chroniques. Ça, c'est les syndromes lymphoprolifératifs. Les syndromes myéloprolifératifs, on a dit myéloprolifératifs quand il y a une prolifération de la lignée myéloïde. Donc, quand ça touche la lignée granuleuse, on a parlé de ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la leucémie myéloïde chronique. Quand ça touche la lignée granuleuse, donc on est dans la thrombocytémie essentielle, ça donne une thrombocytose. Mais quand le problème il est colonal, il est au niveau de la cellule souche hématopoïétique, donc il y a un problème c'est une hémopathie, c'est-à-dire c'est la thrombocytémie essentielle. Quand ça touche la lignée érythroïde, un problème colonal au niveau de la lignée érythroïde, donc on parle de la polyglobulie de Vaquez. Quand le tissu hématopoïétique est remplacé par de la fibrose, on parle de la myélofibrose primitive ou bien la splénomégalie myéloïde. Donc là, parce que la rate qui va remplacer la moelle, donc elle va être augmentée, elle va jouer le rôle de la moelle. Donc voilà, elle va reprendre l'hématopoïèse. Donc ça, c'est les syndromes myéloprolifératifs, que ce soit la LMC, la thrombocytémie essentielle, la polyglobulie de Vaquez ou bien la splénomégalie myéloïde ou bien myélofibrose primitive. Donc ça, c'est les syndromes myéloprolifératifs. Il y a une prolifération, mais qui touche les cellules, donc prolifération des cellules matures, sans qu'il y ait un blocage de maturation. Ça, c'est le syndrome myéloprolifératif. Ça dépend si elle touche les lignées granuleuses, donc c'est la NMC. Si ça touche la lignée mégakaryocytaire, c'est le thrombocytémie essentielle. Si ça touche la lignée érythroïde, c'est la polyglobulie de Vaquer. Donc ça, c'est les syndromes myéloprolifératifs. J'espère que c'est clair, c'est bon pour les... Vous arrivez maintenant à faire la différence entre leucémie et lymphome, entre leucémie aiguë et leucémie chronique. Leucémie aiguë, c'est un blocage de maturation à un stade immature, avec prolifération. Donc, quand la cellule est bloquée, donc il y aura une prolifération de ces cellules
blastique, augmentation, prolifération. Donc, prolifération de ces cellules est mature. Mais dans les leucémies chroniques, il n'y a pas un blocage maturation. La différenciation, elle va se faire le plus normalement. Donc, il y aura des polynucléaires, mais il y aura une prolifération de cellules plus ou moins matures. Donc, ça touche. Donc, il y aura une prolifération des cellules matures. Sur la lignée granuleuse, on parle de LMC. Sur la lignée lymphoïde, c'est la LLC. Ça, c'est le leucémie chronique. On a autre chose, c'est les syndromes lymphoprolifératifs, c'est les LSC et tous les lymphomes. Les syndromes myéloprolifératifs, c'est la LMC quand ça touche la granule. S'il y a une prolifération excessive de la lignée érythroïde, donc on va parler de la polyglobuline vaqueuse. Mégakaryocytaire, c'est la thrombocytémie essentielle. Quand ça touche une prolifération, donc voilà, quand le tissu hématopoïétique remplacé par la fibrose, c'est la myélofibrose primitive. Donc voilà les syndromes myéloprolifératifs. On va donc, et dans votre programme, dans les syndromes myéloprolifératifs, vous avez que la LMC. Donc les autres, c'est pas dans votre programme, ni la thrombocytémie essentielle, ni la polyglobuline de Vaca. Mais c'est bon de savoir que la polyglobuline de Vaca, c'est une anomalie clonale qui touche la cellule souche hématopoïétique, mais qui va donner une prolifération excessive de la lignée érythroïde. Donc, maturation. Il y a une maturation, mais il y a une prolifération augmentée de la ligne érythroïde. Thrombocytémie essentielle, c'est augmentation de la prolifération de la ligne mégakaryocytaire. Voilà, voilà, et de connaître globalement c'est quoi les syndromes prolifératifs. Mais dans votre programme, il n'y a que la LMC. Donc la LMC, c'est une hémopathie maligne, clonale, acquise, clonale parce que il y a une anomalie génétique, il y a une anomalie chromosomique, il y a une anomalie chromosomique qui est caractéristique, qui est la translocation 922 ou bien autrement dit chromosome de Philadelphie, qui est responsable de la synthèse d'une protéine qui est oncoprotéine BCR-APL. Cette oncoprotéine, elle a une forte activité tyrosine kinase. C'est une activité de signalisation cellulaire qui va donner, donc elle donne le signal à la cellule de se proliférer. Donc elle est augmentée cette activité, donc il y aura une prolifération très importante qui est responsable de la maladie. Donc c'est une pathologie maligne clonale acquise. C'est un syndrome qui fait partie des syndromes immunoprolifératifs, anomalie chromosomique quasi constante, voilà. Donc, on a une translocation 9-22. On a le chromosome 22, chromosome 9. Il y a une partie du chromosome 9 qui va se coller, donc elle va se détacher, et il y a une partie du chromosome 22 qui va se détacher, et il y aura un échange entre, un échange réciproque, donc une translocation réciproque. Donc la partie du 22, elle va se coller sur le 9, et la partie du 9, elle va se coller sur le 22. Et ce chromosome, on va l'appeler 22-9. Donc ce chromosome, il va s'appeler chromosome de Philadelphie ou bien translocation 9-22, qui est donc le gène, donc 22 ou le gène de PCR, et 9, c'est la partie du gène ABL. Donc ce gène BCR-ABL, il va être responsable, donc tout gène, il est exprimé en protéines après. Donc, après transformation ADN-ARN, il va être responsable de la synthèse d'une oncoprotéine BCR-APL qui a une activité tyrosine kinase qui est très tyrosine kinase. Cette tyrosine kinase, elle est responsable d'une croissance et prolifération cellulaire exagérée, et elle va inhiber l'apoptose, la mort cellulaire programmée au normal. Donc, c'est ça les conséquences. On ne va pas détailler tout ça. Ce qui est important, c'est la croissance, prolifération cellulaire exagérée et l'inhibition de la apoptose. Il y a inhibition de l'adhésion parce que les cellules jeunes qui ne sont pas censées, on ne doit pas les retrouver au niveau périphérique, ils sont collés au stroma, au niveau de la moelle. Mais cette transformation, donc, elle va inhiber l'adhésion, donc il y a un passage de cellules au niveau périphérique. Non seulement dû à l'encombrement et la moelle qu'elle soit étouffée donc de cellules, et il y a l'inhibition de l'adhésion. Il y a la croissance, prolifération exagérée, inhibition de l'apoptose, tout ça il est responsable de la leucémie myéloïde chronique. Donc schématiquement, il y a une anomalie chromosomique qui est responsable
d'une prolifération excessive, mais une prolifération des cellules matures. Vous voyez, donc prolifération harmonieuse, prolifération des précurseurs et des cellules matures. Vous voyez, donc il y a une prolifération de toutes les cellules. Et il n'y a pas un blocage de maturation, donc ce n'est pas une leucémie aiguë. Donc il y a une différenciation qui est normale. Mais il y a une prolifération des cellules matures, donc on va parler de leucémie myéloïde chronique, phase chronique. Donc il y a une prolifération augmentée. Du coup, il y aura un passage au niveau du sang et le passage des cellules plus ou moins jeunes, donc les précurseurs au niveau périphérique, on va parler de myélémie. C'est le passage des cellules qui sont des cellules jeunes au niveau périphérique. Donc, c'est la myélémie. Hyperleucocytose, c'est dû à la prolifération excessive. Donc voilà pour sur le plan épidémiologique, c'est une pathologie qui est fréquente. En Algérie, elle est 2 fois plus fréquente que la leucémie lymphoïde chronique. L'âge, elle se voit à tout âge, mais généralement chez le jeune adulte, donc entre 30 et 50 ans. Le sexe, légère prédominance masculine. Donc tout ça, c'est clair. Les étiologies, c'est surtout les facteurs favorisants comme le benzène et les radiations ionisantes. La ALMC, elle est considérée comme une maladie professionnelle. Elle est considérée comme une maladie professionnelle. Donc, voilà. On va entamer maintenant la pathologie. Donc, quelles sont les circonstances? Donc, toute pathologie, comme on l'a déjà vu dans tous les différents cours de pathologie, on a les circonstances découvertes, c'est-à-dire le motif de consultation. Ensuite, on a l'examen clinique. Ensuite, on a l'examen biologique. On a des examens biologiques d'orientation et il y a des examens biologiques de confirmation. Ensuite, on fait le bilan des complications et le bilan étiologique. Comme la LMC, l'étiologie reste inconnue, donc on n'a pas de bilan étiologique. On a le bilan des complications. Donc, voilà comment traiter une question. Ensuite, le traitement. Comment traiter une question de pathologie pour rester méthodique. Voilà pour les circonstances découvertes. Le plus souvent, on a une splénomégalie. On a une sensation de pesanteur au niveau de l'hypocondre gauche. On a, par exemple, il fait un hémogramme et il trouve une hyperleucocytose. On a, par exemple, motif de consultation, c'est l'une des complications de la LMC. Par exemple, il a un syndrome hémorragique, on fait un hémogramme, on trouve une hyperleucocytose. Voilà les 50 différences. Ça, on va détailler la phase chronique. Et je vais vous expliquer c'est quoi phase chronique et pourquoi je parle de phase chronique. Ça, c'est la LMC. La LMC a sa phase chronique. Parce que la LMC passe par des phases. La phase chronique, la phase d'accélération, ensuite la phase d'acutisation ou bien la transformation, c'est parmi les complications, par une leucémie aiguë. Elle devient une leucémie aiguë. Parce que la phase chronique, il y a une prolifération sans qu'il y ait un blocage de maturation. On est à la phase chronique, il y a une prolifération des cellules qui sont matures, plus ou moins matures. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on parle de phase chronique. C'est ça, c'est quoi? C'est ça la phase chronique. Donc c'est sur le plan clinique, on a un état général qui est conservé. La splénomégalie qui est quasi constante dans 90% des cas. Comment on fait l'examen? Donc on va détailler ça dans la conduite atomique dans la splénomégalie. La rate, normalement, elle n'est pas palpable chez un sujet normal. Elle est derrière la dernière côte. Donc vous voyez, si on palpe l'hypocondre, on n'a rien. Donc, patient, il est allongé en décubitus dorsal, on décontracte l'abdomen par les jambes semi-fléchies. Ensuite, on commence d'examiner le patient par palpation douce à partir de la fosse iliaque gauche. Et on remonte, on monte jusqu'à l'hypocondre gauche. Normalement, on n'a rien. Si à l'inspiration, quand on arrive à l'hypocondre gauche, on va demander au patient de faire une inspiration profonde. Du coup, il y aura le diaphragme qui va descendre et va faire descendre la rate vers le bas. Si elle est légèrement hypertrophiée, donc la rate, elle va buter contre les doigts. Donc, si on a une palpation de la rate à l'inspiration profonde, donc on parle de pointe de rate, là c'est type 1. Si la rate arrive entre l'ombilic et le dernier rebord costal, donc on parle de splénomégalie type 2. Si elle arrive à l'ombilic, donc c'est la rate type 3.
entre l'ombilic et la fosse iliaque, donc type 4, si elle arrive en fosse iliaque gauche, donc c'est type 5. Mais cette classification, elle est à abandonner. On se réfère donc au débord costal. Donc là, on fait une ligne qui passe par le mamelon. Ensuite, on essaie d'examiner. On fait un trait. Par exemple, si on a la rate qui est palpée jusque-là, on fait un trait. Ensuite, on calcule entre le dernier débord costal, donc le débord costal, dernière côte, et la ligne passant par le mamelon, et le dernier est le trait. Et là, on donne la valeur du débord costal. Voilà. Donc, soit 12 cm, 13 cm, etc. pour que ce soit, si j'examine moi mon patient et l'autre, parce que c'est type 1, type 2, ça reste opérateur, donc c'est le médecin ça. Donc c'est pas exact, mais avec les mesures et les mensurations, c'est plus exact. Donc calcul des bords spléniques, voilà, je m'explique, donc c'est pas le débord costal, c'est le débord splénique, le débord splénique. C'est bon. Ensuite, on a l'hépatomégalie inconstante. Adénopathie sont absentes. Il n'y a pas d'adénopathie. Il n'y a pas d'adénopathie. On a une douleur à la pression. C'est une douleur osseuse parce qu'il y a prolifération du lait. Syndrome hémorragique à type d'échymose. On va voir pourquoi il y a un syndrome hémorragique. On fait un bilan biologique, on demande un hémogramme. Hémogramme, qu'est-ce qu'on va retrouver? Une hyperleucocytose généralement majeure qui dépasse les 50 000 avec une polynucléose neutrophile. On a un taux d'hémoglobine qui est normal, parfois une anémie modérée normocité en hémogramme. Une eosinophilie et basophilie qui est fréquente parce qu'il y a une granulopoïèse, donc ça ne touche pas que les polynucléaires trophiles, ça touche les polynucléaires eosinophiles et basophiles. Donc, il y a une basophilie et eosinophilie augmentée. D'autres plaquettes augmentées parce que il y a une augmentation, une prolifération de la lignée myéloïde. Du coup, qu'est-ce qu'on aura? Donc, il n'y a pas que les facteurs, donc il y aura une thrombocytose d'entraînement. Donc, c'est une stimulation de la thrombopoïèse, puisqu'il y a une stimulation de la granulopoïèse, parce que les facteurs, il y a des facteurs qui interviennent dans les deux lignées, etc. Voilà. On a une hyperleucocytose, on doit faire un frottis. Et la LMC, elle est définie par une myélémie supérieure à 20%. Myélémie, c'est-à-dire passage de cellules jeunes au niveau de périphérique. Donc les cellules précurseurs, normalement, qui ne quittent pas la moelle, on va les retrouver au niveau de la périphérie. Donc ça, c'est un signe de régénération. Mais quand ça dépasse 20%, on fait suspecter le premier diagnostic à évoquer, c'est la LMC, jusqu'à preuve du contraire. On a hyperleucocytose avec une myélémie supérieure à 20%, c'est une LMC jusqu'à preuve du contraire. Et pour confirmer, donc, et on a un taux de blast qui est inférieur à 5%. Ou bien premier blast inférieur à 10%. Donc voilà la phase chronique. La phase chronique, c'est taux de blast inférieur à 5% ou bien premier blast inférieur à 10%. Donc voilà, premier c'est plus jeune. Voilà, c'est plus jeune. Mais qu'est-ce que ça veut dire myélémie harmonieuse? C'est-à-dire il y a une différenciation qui est normale. Donc on a des PN, on a des métamyélos, on a des myélos, on a des premiers qui dépassent pas avec les places ne dépassent pas les 10%. Donc voilà, parce qu'il n'y a pas un blocage de maturation. Si ils sont en excès, ces cellules sont en excès, on va voir c'est les autres stades, c'est-à-dire que notre patient a évolué. Donc là, on reste sur la phase chronique et c'est une myélémie qui est harmonieuse. Donc on va trouver les différents stades de maturation. C'est ça, une myélémie harmonieuse, qui dépasse les 20%. Et c'est des cellules qui sont matures. Donc voilà, c'est des précurseurs, certes, qui sont normalement au niveau de la moelle, qui sont matures. Ce pas les cellules les plus jeunes, voilà, qui sont plus ou moins matures au niveau périphérique. Donc voilà, on revient. Donc myélémie supérieure à 20%, vous voyez que et on a des myélos, on a des métamyélos, on a des eosinophiles, polynucléaires neutrophiles. On a moins de myéloblastes et promyélos. Donc voilà. Pour confirmer le diagnostic, on va faire étude de certitude, l'examen de certitude qui est cariotype ou bien fiche. Cariotype, on va faire étude chromosomique. Normalement, voilà, c'est on organise nos chromosomes,
Donc, les deux bras sont, les deux allées sont taille normale. Donc, voilà. Il n'y a pas une différence de taille ou bien de forme que ce soit dans le 22 ou bien dans le 9. Dans la translocation de 9-22, vous voyez que ce bras, il est plus long que l'autre. Et le 22, là, il est plus petit. C'est-à-dire, il y a eu une translocation. Donc, on voit que sur le chromosome 9, il y a un bout qui est ajouté, et là, il y a un bout qui est en moins. Donc, vous voyez qu'il y a cette partie qui s'est échangée avec il y a il y a eu un échange entre ce chromosome et ce chromosome. Donc, il y a une translocation entre le 9 et le 22. Donc, voilà le karyotype. Il se fait sur la moelle. Fiche, c'est à base de sonde. Donc, il y a sonde prémarquée. Donc, sonde qui marque le 22. Il y a une sonde qui marque le 9. Donc, le 9, il est marqué et il y a des fluorochromes, c'est des couleurs. Donc, ça donne une couleur rouge. Et le 22, ça donne, quand il est fusionné avec le chromosome, il donne une couleur verte. Mais quand il y a une translocation 9-22, donc il y a un peu du 9 et il y a un peu du 22. Donc, qu'est-ce qu'on aura le spot? Le vert avec le rouge. Il donne la couleur jaune. Donc, on aura un spot jaune. Donc, ce qu'on appelle la translocation 9-22 ou bien PCR à biais positif. Ça, c'est par fiche. Quand le karyotype ne met pas, parfois il y a difficulté d'organiser, il y a un chromosome qui est masqué. Donc, on fait la on fait le fiche donc sur prélèvement médulaire. Biologie moléculaire, c'est détection du transcrit. Directement, on va détecter le transcrit, soit qualitatif, soit quantitatif. On va quantifier et là, ça sert de suivre notre patient. Quand on traite, on va quantifier à chaque fois. Il faut qu'il soit en baisse pour dire que notre patient répond au traitement. Donc, voilà l'étude biologique de confirmation. Les autres, on a la moelle. Médulogramme, elle est indiquée ou non? Elle n'est pas indiquée pour poser le diagnostic. Elle est indiquée pour voir on est à quelle phase. Premièrement, pour permettre de faire la karyotype et pour préciser la phase de la maladie. Si on est en phase chronique, on est en phase accélérée ou bien en phase accusée, on va voir les différentes phases et vous allez comprendre l'intérêt de faire la moelle pour voir. On a dit que le taux de place doit être inférieur à avec premier lot inférieur à 10% ou une place inférieure à 5%. Voilà. Et la moelle, elle va montrer une hyperplasie supérieure à 80%. Donc, c'est les granuleux qui prennent pratiquement, étouffent les autres lignées, qui prennent la majorité de leur hématopoïèse. Composante éosinophile, elle est observée. Donc, myéloblastes promilés doivent être inférieurs à 10% pour dire qu'on est en phase chronique. PBO, elle est inutile. Le taux de acide urique, puisqu'il y a libération du syndrome de Lise, donc libération de l'ADN, donc on a l'acide urique qui est élevé et l'LDH élevé, c'est signe de Lise tumorale. Et il y a le B12 qui est augmenté parce que le transcopalamique qui transporte la B12, elle est sécrétée et elle se retrouve surtout dans la lignée granuleuse. On a dit qu'on peut trouver un syndrome hémorragique sans qu'il y ait thrombopénie. C'est dû à une thrombopathie, c'est-à-dire anomalie de l'agrégation ou bien anomalie de l'adhésion. Donc, on aura une thrombopathie qui est responsable du syndrome hémorragique. Anomalie de la coagulation, c'est-à-dire diminution du facteur 5. On retrouve généralement ça dans les syndromes hyloprolifératifs. Donc, le diagnostic positif, c'est adulte jeune avec splénomégalie volumineuse. On peut ne pas retrouver une splénomégalie. Une hyperleucocytose, tout ça, c'est des éléments d'orientation. Mais il est supérieur à 20% et on doit faire karyotype ou fiche avec translocation qui est positive ou PCR par biologie moléculaire. Donc, voilà comment poser le diagnostic. Donc, karyotype, il est fait sur moelle. D'accord? Donc, voilà, diagnostic positif de la ALMC. Critères pronostiques pour dire que elle est de bon pronostic, bon pronostic. Donc, il y a plusieurs scores. Le plus utilisé, score de Sokal. Il est basé, donc c'est une formule qui est complexe, soit inférieur à 45 ans, supérieur à 45 ans. Il y a des applications qui nous permettent
Donc, ces applications permettent de calculer, donc applications sur médical, etc. On va insérer ces données. On a besoin de l'âge, des bords spléniques, blast, frottis sanguin, plaquettes, hématocrite et le sexe. Et ça va nous donner un chiffre qui va nous permettre de regrouper notre patient, selon les trois groupes. Faible risque inférieur à 0,8, 0,8 à 1,2 au risque intermédiaire supérieur à 1,2, c'est au risque. Et ça joue sur la dose, sur la posologie, sur le traitement et le pronostic du patient. Le TOS, l'ASFOR pour les interférents graduels, c'est des autres facteurs pronostiques. L'évolution sans traitement, elle va suivre les différentes phases. Phase chronique, ensuite phase d'accélération, activation et transformation blastique, leucémie aiguë et le décès. Sous traitement classique, elle va donner une réponse hématologique complète, mais sous ETK qui a changé vraiment la prise en charge et le pronostic de la LMC, on a obtention de RC avec une vie qui est, le patient qui porte une LMC, il va mener une vie qui est normale. Avec un traitement au long cours, maintenant on essaie de faire la désescalade, l'arrêt du traitement. Donc, donc ça, c'est l'évolution des trois phases. On a parlé de la phase chronique, c'est-à-dire un taux de blast qui est inférieur, avec premier lot inférieur à 10%. Quand le patient altère son état général et présente un amaigrissement, douleur osseuse, augmentation de la rate, donc là, on suspecte l'accélération. On doit rechercher un des critères de l'OMS qui sont les blasts supérieurs à 10%, mais inférieurs à 20%. Soit basophilie supérieure ou égale à 20%. Plaquettes inférieures à 100 000 thrombopénie, mais en dehors de tout traitement, parce que le traitement peut donner une thrombopénie. Si on a une augmentation du plaquette ou bien taux de globules blancs ou bien de la rate, mais qui résiste au traitement, malgré le traitement, mais il y a augmentation des plaquettes supérieures à 1 million, taux de globules blancs et de la rate. Et, ou bien anomalie chromosomique additionnelle, anomalie génétique additionnelle. Donc voilà, un de ces critères nous classe le patient en phase d'accélération. On a dit la phase chronique, il y a une prolifération des cellules matures. Il n'y a pas un blocage de maturation. Là, on commence à avoir le blocage. Ça, c'est l'accélération. Un taux de blast entre 10 à 19. Quand le taux de blast qui définit la leucémie aiguë, elle est définie par un taux de blast au niveau médulaire supérieur à 20%. Très bien. Donc, si on a un taux de blast qui dépasse les 20% au niveau surtout médulaire, c'est pour ça que la moelle nous permet de classer notre patient. À quelle phase on est? Parce que le traitement n'est pas le même, que ce soit sur les doses et le traitement. Là, on est dans la leucémie aiguë. C'est le traitement de la leucémie aiguë. C'est bon, on va la traiter comme leucémie aiguë, cette phase. Accélération, on augmente les doses de la leucémie chronique. Leucémie chronique, on va traiter le plus normalement. Voilà, c'est pour ça c'est très important de classer notre patient, on est à quelle phase. Ça, c'est à retenir ce tableau. Très bien. Voilà les différentes phases. Ensuite, les autres complications, comme tous les syndromes myéloprolifératifs, puisque donc il y a libération des éléments procoagulantes, protéines procoagulantes, donc on aura susceptibilité aux thromboses veineuses et artérielles, donc priapisme, AVC, etc. Crise de coude parce qu'il y a libération de l'acide urique, donc on aura une erythrémie. Complications hémorragiques parce qu'il y a une thrombopathie ou bien déficit en facteur 5. Le plus souvent. Donc voilà. Les autres diagnostics différentiels, c'est les autres syndromes myéloprolifératifs. Quand il y a une prolifération clonale de la lignée érythroïde, on parle de polyglobuline de Bacchus. Sur les plaquettes, c'est la thrombocystémie essentielle. Et si le tissu hématopoïétique est remplacé par de la fibrose, c'est la splénomégalie myéloïde, parce que la rate qui va prendre le relais, donc elle va reprendre l'hématopoïèse, donc on aura une fibrose de la moelle, donc myélofibrose primitive ou bien splénomégalie myéloïde. Il y a les autres LMMC, leucémie API. Donc ça, c'est les autres syndromes myéloprolifératifs. Nous, dans le programme, vous avez que la leucémie myéloïde chronique. Ça, c'est les différents diagnostics différentiels. Un point, je voulais vous
expliquer une chose. Il y a la polyglobulie, pour que ça soit clair. La polyglobulie, si le patient vient chez vous, consultation, vous allez faire un hémogramme. Donc, il y a polyglobulie, on la suspecte quand il y a des signes d'hyperviscosité, c'est-à-dire il y a la viscosité qui est augmente. Donc, il y a des céphalées, une hyperémie, c'est le contraire de l'anémie. Donc, il y a les mots. La polyglobulie, elle est définie vraie, la polyglobulie vraie, elle est définie par augmentation de l'hémoglobine, de l'hématocrite et du globule rouge. Globule rouge qui dépasse les 6 millions, l'hématocrite qui dépasse 49%, et l'hémoglobine qui dépasse les 16,5 chez l'homme et 16 chez la femme. Donc voilà la définition de polyglobulés vrais. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a les polyglobulés secondaires, c'est-à-dire par exemple tout état, pour être simple, tout état d'hypoxie peut entraîner une polyglobulie parce que le corps il va essayer de compenser, donc il va sécréter de l'érythropoïétine en excès, donc il y aura une polyglobulie. Par exemple, polykystose rénale, par exemple, les cardiopathies cyanogennes, etc. Donc ça peut donner une polyglobulie. Cardiopathie, insuffisance, donc une polykystose rénale, etc., insuffisance respiratoire. Donc voilà, peut donner, le corps il va essayer de compenser et sécréter. Donc ça, c'est les polyglobulies secondaires. Si on élimine les polyglobulies secondaires, on doit rechercher ce qu'on appelle, voilà, les hémopathies malignes, les syndromes myéloprolifératifs. On doit faire la PBO à la recherche pour voir est-ce qu'on a une prolifération excessive de la lignée érythroïde et rechercher une mutation parce que c'est une pathologie. Tout ça, c'est des pathologies clonales. Il y a des mutations. Par exemple, la NMC, c'est le BCR-APL. Les autres syndromes, c'est le JAK2, V617F. Donc voilà pour dire. Également pour les plaquettes, si on a toutes plaquettes augmentées, le contraire de la thrombopénie, on va dire thrombocytose. Donc il y a les thrombocytoses secondaires à une inflammation secondaire à une anémie fériprive. Si on élimine ça, on va rechercher la thrombocytémie essentielle, c'est-à-dire clonale, c'est-à-dire hémopathie maligne. On va faire une PBO à la recherche syndrome prolifératif, rechercher le clone, donc prolifération augmentée. Et il y a des critères OMS, on ne va pas rentrer trop dans les détails, il y a des critères pour poser les diagnostics de ça. Comme les critères, on a vu les critères de la LMC voilà les critères analytiques, surtout myélémie supérieure à 20% et le karyotype positif. Les autres, on a d'autres critères pour les autres syndromes myéloprolifératifs. Donc voilà, ça c'est, on a ouvert, donc on va fermer la parenthèse. Comme ça, je voulais vous expliquer les autres syndromes myéloprolifératifs, mais qui ne font pas partie de votre programme. Donc, on va revenir à la leucémie myéloïde chronique. On va entamer le traitement. Le traitement, on a toujours dans le traitement, n'importe quelle pathologie, en hémato, dans toutes les autres spécialités. Il y a un traitement. D'abord, il faut qu'il y ait un bilan préthérapeutique. Avant de traiter, par exemple, moi, je vais utiliser un antimitotique. Donc, c'est de la chimiothérapie. Donc, je dois voir mon bilan rénal parce que c'est l'élimination rénale. Je dois faire un bilan hépatique, ce qu'on appelle le bilan préthérapeutique. Par exemple, on va faire un groupage sérologie en cas où on va transfuser notre patient. Et on va faire rechercher les RAI. Donc, voilà. On doit faire sérologie parce qu'il y a risque, par exemple, s'il y a une sérologie positive, on doit traiter les hépatites, on doit traiter avant de commencer une chimiothérapie. Voilà. Bilan hépatique pour voir l'état du foie parce que tous les médicaments sont métabolisés au niveau du foie. Rénal, élimination, elle est essentiellement rénale. Glycémie. Voilà. Ensuite, on a les armes. On a le traitement symptomatique, on va traiter les complications seulement. Par exemple, si on a une hyperleucocytose majeure, donc il y a risque de leucostase. On a vu ça. Leucostase, quand il y a une hyperleucocytose, donc le sang, il va être euh, donc il y a un excès de globules blancs, donc il y aura un stase, donc le sang ne sera pas fluide parce qu'il y a beaucoup d'éléments figurés du sang. Donc il y a un excès de globules blancs qui vont
obturer les vaisseaux. Donc, on aura le syndrome qui est surtout au niveau pulmonaire et au niveau cérébral. Le niveau pulmonaire va donner le syndrome de leucostase. Et pour diminuer cette hyperviscosité, on doit hyperhydrater. Donc, ça, c'est un traitement symptomatique. Il y a de l'acide urique qui est élevé. Donc, il y a une libération parce qu'il y a une destruction. Quand il y a une destruction, il y a une libération d'ADN, il y a un excès d'acide urique. Donc, on doit donner de l'allopurinol qui est un chélateur de l'acide urique. On doit proscrire les AINS parce qu'il y a une thrombopathie risque hémorragique, contraception, voilà. Donc, ensuite, il y a le traitement spécifique de la pathologie. Ça, c'est les traitements des complications. Voilà, comme la leucémie, il y a une anémie, on transfuse par les globulaires, s'il y a une thrombopénie, on transfuse par les plaquettes, etc. Donc voilà, c'est le traitement. C'est un traitement spécifique, il est destiné à la pathologie. Spécifique, il y a le premier traitement, c'était pour diminuer la synthèse d'ADN, on a un antimitotique qui est l'hydria. On a vu l'hydria déjà dans les hémoglobinopathies. Ils ont un double rôle, donc un rôle antimitotique, il détruit l'ADN. Il a un rôle qui augmente l'hémoglobine F. Voilà. C'est pour ça qu'il est utilisé parce qu'il augmente l'hémoglobine F qui diminue la polymérisation, donc il donne de bons résultats, surtout dans la drépanocytose. Voilà. Il est utilisé également dans la bêta-thalle. On revient à la LMC. J'aime. L'Edria, c'est la première action principale, c'est un antimitotique. Il diminue la synthèse de l'ADN. Il casse les cellules. Donc, il permet d'obtenir des réponses. Et on va voir c'est quoi réponse hématologique complète. Donc, mais il n'obtient pas réponse cytogénétique ni réponse moléculaire. Il est indiqué, donc, quand le patient il vient à 100 000, à 150 000, on doit réduire la masse tumorale rapidement. On utilise l'hydria, donc la dose d'attaque de 30 à 50 mg par kilo par jour. Ensuite, dose d'entretien 10 à 20 mg. Il y a l'interféron seul O1 et la greffe. La greffe de moi, elle est indiquée grâce aux ETK. On utilise de moins en moins la greffe. Elle est utilisée chez les jeunes inférieurs à 65 ans, mais ils ont un donneur HLA compatible. Mais la greffe de moi, elle n'est réservée qu'aux patients qui résistent aux ETK ou bien ils sont en phase de la leucémie aiguë, phase accélérée au plastique. Voilà pour l'allogramme. Donc, le traitement spécifique de la LMC qui a changé, qui a donc augmenté, changé vraiment la prise en charge de la LMC, c'est les inhibiteurs de la tyrosine kinase. On a dit que dans le mécanisme, c'est le gène, il va être responsable de la synthèse d'une protéine oncoprotéine qui a une activité tyrosine kinase. Tyrosine kinase, c'est une voie de signalisation qui signale à la cellule d'augmenter la prolifération. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va inhiber cette activité tyrosine kinase grâce aux inhibiteurs de tyrosine kinase. Il y a les inhibiteurs de première génération comme l'imatinib et les inhibiteurs de deuxième génération comme nilotinib et le dasatinib. Et il y a la posologie qui est claire, donc 100, 400. Ce qu'il faut savoir, le plus important dans le traitement, donc il y a le volet symptomatique et le volet spécifique. Le volet spécifique, il y a les antimitotiques comme l'hydria. Donc, si le patient vient en urgence avec hyperleucocytose majeure, on commence avec l'hydria. Dans les structures spécialisées, on dispose on a les TK, donc on commence après réduction de taux de globule blanc, on commence les ETK. Donc il y a les ETK, donc inhibiteurs tyrosine kinase de première génération. Il y a une posologie 400 si on est à phase chronique. C'est pour ça très important de connaître les phases. On donne 600 mg, c'est accéléré, 800 mg pour la phase plastique, mais là c'est la prise en charge phase plastique ou bien la phase acutisée, c'est la phase de la leucémie aiguë. On traite comme leucémie aiguë et on rajoute le traitement de l'hématinib. On rajoute ce traitement mais à une dose plus importante. Il faut surveiller la toxicité hématologique, il faut surveiller prise de poids, l'œdème périphérique, une surveillance hépatique et il y a des recommandations. En cas d'augmentation, on réduit les doses, on arrête temporairement. Donc ça, c'est
On ne va pas rentrer trop dans les détails. Ensuite, on surveille notre patient. On surveille la toxicité, on surveille l'efficacité. L'efficacité, il y a une réponse hématologique complète, c'est-à-dire il n'y a plus de rate, il y a taux de globules blancs redevient normal avec taux de plaquettes et absence de myélémie. C'est ça la réponse hématologique. Il y a la réponse cytogénétique, c'est-à-dire absence de chromosomes de Philadelphie. Ensuite, la réponse moléculaire, c'est un ratio qui est inférieur à 0,1 et ma complète, c'est BCR-ABL indétectable. Le ratio. Voilà donc les différentes réponses. Ensuite, on a donc voilà c'est ça l'hématinib, cytanib, bêta. Et il y a les deuxième génération. Pourquoi il y a première, deuxième, troisième génération? Parce que parfois on a une résistance première génération. Parfois il tolère mal première génération, donc on passe deuxième génération. On a nilotinib, par exemple, on commence nilotinib, il tolère pas nilotinib, on commence dasatinib, il tolère pas dasatinib, on passe nilotinib. Si elle répond pas à l'imatinib, donc on passe deuxième génération. Donc voilà pourquoi il y a d'autres générations qui sont de plus en plus efficaces. Ils ont une activité anti-tyrosine kinase plus importante. Donc voilà. Donc et on a des objectifs. Par exemple, on doit obtenir la réponse hématologique complète au bout de 1 à 3 mois. Donc au bout du troisième mois, on doit être à réponse hématologique complète. Si on n'est pas à une réponse hématologique complète, soit on augmente les doses, ensuite on surveille. Si ça ne donne pas, on doit changer de l'hématinib vers dasatinib, par exemple. Et on a des objectifs. Par exemple, la réponse hématologique complète doit être obtenue au bout de, par exemple, à 3 mois. Au sixième mois, on doit avoir une réponse cytogénétique et réponse moléculaire doit être obtenue entre le 12e mois. Donc voilà les objectifs euh, et comme ça nous permet, grâce à ces objectifs, donc c'est des critères de l'OMS et de l'ENN, donc qui vont nous permettre de guider notre surveillance. Donc la surveillance, elle doit être clinique. On surveille donc l'efficacité du traitement, donc la rate, et les effets secondaires du traitement, les œdèmes, etc., la tension. Voilà. Et biologique, on doit également surveiller l'efficacité par une numération formule, l'hémogramme, frottis sanguin, et la toxicité bilan hépatique, rénale, phospholipidique. On doit surveiller, faire des karyotypes chaque 6 à 12 mois et faire études moléculaires par surtout quantitatif, 6e, 12e et 18e mois jusqu'à l'obtention de la réponse moléculaire complète. Ensuite, ça va être période. Donc voilà ce qu'il faut savoir sur la NMC. Donc globalement, c'est une maladie qui appartient, c'est une leucémie myéloïde chronique, c'est le point de départ parce que l'anomalie c'est au niveau de la cellule souche et l'anomalie c'est au niveau médulaire. Donc voilà. Mais il y a pas un blocage de maturation, il y a une prolifération des cellules matures. C'est pour ça que c'est une leucémie myéloïde chronique. Chronique. Elle appartient à un syndrome myéloprolifératif. On a vu que le syndrome myéloprolifératif, ça englobe la leucémie myéloïde chronique quand ça touche la lignée granuleuse, polyglobulite de Backes quand ça une anomalie clonale qui touche la lignée érythroïde, une prolifération excessive, et quand ça touche le mégakaryocyte, c'est la thrombocytémie essentielle. Quand il y a de la fibrose, c'est la myélofibrose. Donc voilà. Ça, c'est pour le syndrome myéloprolifératif. Pour la LMC spécialement, donc c'est une pathologie qui touche ce qu'il faut savoir globalement pour le diagnostic positif à retenir. Donc, ça touche généralement les sujets jeunes, donc entre 20 à 50 ans, mais elle peut toucher n'importe quel âge. Elle a une légère prédominance masculine. Sur le plan clinique, on a généralement une rate qui est quasi constante. Pour définir la rate, on définit le déport splénique, c'est plus exact. Voilà, une rate qui est pratiquement constante. Dans 90% des cas, on a douleur osseuse cliniquement. Sur le plan biologique, on a une hyperleucocytose souvent majeure qui dépasse les 50 000. On fait un frottis sanguin, on retrouve une myélémie qui dépasse les 20%. Mais les places qui doivent être inférieures à 5%, ou bien comme les places inférieures à 10%. Ensuite, on fait la moelle, pour confirmer le diagnostic, on doit faire rechercher le chromosome de Philadelphie ou bien BCR-APL par karyotype sur moelle ou bien donc biologie moléculaire. On a le biomol, donc on fait le RT-PCR ou bien le RQ-PCR.
RT-PCR, c'est quantitatif, RQ, c'est qualitatif. Voilà, si on a le chromosome qui est positif, donc on est devant une LMC. On doit stadifier l'LMC. On est en phase chronique, ou bien phase d'accélération, ou acutisée, blastique. Donc les trois phases, il faut les retenir. On a la phase chronique, on vient de parler de la phase chronique. La phase acutisée, accélération, c'est-à-dire les plaques qui augmentent, les cellules jaunes augmentent. Donc il y a le blocage de maturation commence. Donc, on va virer vers la leucémie aiguë. Comme on a vu hier, la leucémie lymphoïde chronique, parmi les complications, elle va se transformer en lymphome de haut grade de malignité. Mais dans la leucémie myéloïde, elle peut se transformer en leucémie aiguë. Leucémie aiguë, qu'est-ce que ça veut dire leucémie aiguë? Leucémie aiguë, c'est-à-dire blocage de maturation, donc apparition de blast. Donc c'est ça. La phase d'accélération, donc les blasts qui commencent à augmenter, donc c'est entre 10 à 19%. Et il y a les autres critères, c'est à retenir. Donc, une basophilie qui dépasse 20%, une thrombocytose ou bien une thrombopénie, en dehors de tout traitement ou bien toxicité et augmentation de la rate, altération de l'état général. Donc, il y a des critères à retenir. Ensuite, il y a la phase d'acutisation. La phase, c'est la leucémie aiguë. Ça, c'est les places qui dépassent les 20%. C'est la définition. Donc, sur le plan clinique, on a les signes d'insuffisance médulaire. Il y aura de l'anémie, il y aura de la thrombopénie, il y a des infections parce qu'il y a de la neutropénie, etc. Donc, sur le plan biologique, on a des places qui dépassent les 20%. Elle est de mauvais pronostic et on la traite comme une leucémie aiguë. On rajoute un ETK parce qu'il y a l'anomalie chromosomique. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura? Après, il y a les autres complications des thromboses, on les voit généralement dans les syndromes prolifératifs, les thromboses, l'hyperuricémie parce qu'il y a un excès donc, en cellules, donc il y aura de la lyse et libération de l'acide urique, donc l'hyperuricémie, et il y a les thrombopathies. Les thrombopathies, donc, c'est problème d'agrégation, d'adhésion. Donc, on aura un trouble de l'hémostase primaire, donc ça marche. Ou bien trouble de la coagulation, donc un déficit en facteur 5. Voilà. Après avoir fait classer notre patient, fait le bilan des complications, on doit traiter. On doit faire bilan pré-thérapeutique ou traiter. Traiter, il y a le volet symptomatique, il y a le volet spécifique. Le volet spécifique, on a un traitement donc, qui est cytoréducteur, comme les DRIA, qui réduit rapidement en cas d'hyperleucocytose majeure, ou si on n'a pas d'ETK, donc on commence avec les DRIA. Ensuite, donc le traitement spécifique, il y a l'interférent, il y a l'aloca qui est réservé vraiment dans les formes qui résistent à l'ETK, ou bien la forme blastique, la leucémie aiguë, c'est l'indication aussi de sujet jeune inférieur à 65 ans si on a un donneur HLA compatible. Il y a le traitement spécifique qui est les inhibiteurs, donc les DRIA réservés surtout chez les formes hyperleucocytaires pour réduire la masse. Ensuite, traitement symptomatique, surtout l'hyperhydratation, l'hypouricémie. Et traitement spécifique, c'est les inhibiteurs de la tyrosine kinase. On a première génération et on a deuxième génération. Il y a d'autres troisième génération. Voilà. L'imatinib, c'est première génération, comme deuxième génération, surtout dasatinib, nilotinib. On a donc des objectifs, c'est d'obtenir au premier temps une réponse hématologique complète, c'est-à-dire pas de splénomégalie, pas de rate, pas taux de globules blancs normal, taux de hémogramme qui est normal et absence de myélémie. C'est ça réponse hématologique. Ensuite, l'objectif c'est d'obtenir une réponse cytogénétique, ensuite une obtention d'une réponse moléculaire. Si on n'arrive pas à nos objectifs, il faut changer, soit on augmente les doses, soit on change de génération. Donc, si intolérance également, il faut changer de génération. Et la surveillance, on surveille l'efficacité et la toxicité sur le plan clinique, biologique, cytogénétique et moléculaire. J'espère que ça a été clair. Vous arrivez à faire la différence entre les différents groupes des hémopathies. Maintenant, j'espère que vous pouvez faire ce diagnostic ou suspecter une leucémie aiguë, une leucémie lymphoïde chronique, une leucémie myéloïde chronique. Et ben, je vous souhaite bon courage et à la prochaine séance. Inch'Allah, ça haftarkom et ça haramtarkom.